D'où vient l'anxiété de l'anxieux? Deux perspectives d'analyse assez différentes sont possibles, l'une privilégiant l'axe psychologique, l'autre celui de l'ontologie. Pour ce qui concerne la première approche, on soulignera en quoi l'angoisse est d'abord le fruit d'un conflit symbolique intérieur entre les exigences contradictoires des différents niveaux du psychisme. Plus précisément, selon un schéma de lecture plusieurs fois repris dans son œuvre, Freud nous parle de l'angoisse comme effet d'une libido inemployée ou entravée qui procède par substitution d'objets et s'exprime en angoisse d'attente, angoisse phobique ou angoisse hystérique selon sa classification. Or, cette lecture de l'angoisse, en termes d'étiologie psychique, tend du même coup à questionner le lien qui existe entre angoisse et liberté. L'angoisse est moins ici comprise comme le corollaire de la conscience et de la liberté, moins appréhendée comme fruit d'un jugement, même implicite, que comme effet d'un fonctionnement propre du psychisme, que comme l'expression de ce qui en nous se fait sans nous, et qui justement manifeste à quel point nous ne sommes pas maîtres dans notre propre demeure intérieure. Quoi en effet de plus involontaire et subi que les états anxieux? Quoi de plus immaîtrisable que le vécu psychique de l'angoisse? Mais on peut également penser que cette lecture n'est pas absolument exclusive d'une deuxième, d'un tout autre ordre, bien connue aussi, et qui consiste à penser qu'outre les facteurs psychiques, il existe d'abord un fond d'angoisse, une composante d'angoisse essentielle, un terrain propre à la condition humaine elle-même qui génère un surcroît d'anxiété par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. L'anxieux est celui qui croit voir le loup à tout moment et en toute occasion. Mais s'agit-il d'un loup surgi des tréfonds de son inconscient ou d'autre chose? Dans la deuxième perspective que nous voulons juste rappeler, l'angoisse aurait une portée anthropologique générale qu'une approche immédiatement médicale du phénomène risquerait de nous conduire à oublier ou minorer. Pour le dire simplement, l'homme lui-même est un être spontanément anxieux et angoissé, et ce, au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre. Ce n'est pas une situation particulière et descriptible objectivement qui ici est angoissante, c'est le fait même de la situation de l'homme dans le monde ou de sa condition. Voir le loup à chaque instant, à l'occasion de chaque petite perturbation des habitudes ou de chaque micro-événement du quotidien, n'est rien d'autre que nous souvenir de notre finitude, que trop bien comprendre que l'on ne peut pas tout, et que l'homme est au fond toujours exposé au pire. L'angoissé vit chaque moment de son existence comme si ce devait être son dernier souffle. La poitrine qui se serre, le larynx qui ne laisse plus passer d'air, il suffoque, il est comme au seuil de la mort, ni plus ni moins. Mais s'il en est ainsi, c'est plus radicalement encore parce que l'angoissé est celui pour qui il n'y a pas de rémission possible à la finitude. L'angoissé vit dans la conscience aiguë de la contingence absolue et indépassable de l'existence, dans la conscience aiguë du manque de justification première, de l'absence de sens final, et finalement d'une absence de tout salut. L'angoisse est en ce sens la manifestation d'un sentiment de déréliction ontologique dont Sartre nous fournit la brillante illustration dans des formes à la fois philosophiques et littéraires. Or justement, Sartre nous explique que c'est cette contingence fondamentale de l'existence qui fait la liberté humaine, que c'est parce qu'il n'y a pas de sens prédéfini que nous sommes fondamentalement libres. L'angoissé serait ainsi celui qui se trouverait comme au seuil de la liberté, qui aurait compris confusément que dans l'absence de sens ultime, c'est à l'homme de se déterminer et de choisir le sens qu'il veut donner à son existence. Autrement dit, l'analyse ici conduite confirmerait que l'angoisse est tout à la fois paralysie de la liberté et signe de son expression possible. Elle en est l'état critique, mais qui peut toujours déboucher sur son actualisation. Au lieu d'être d'abord l'expression de la dépossession de soi, selon la lecture psychologique, l'angoisse est donc bien plutôt expérience de la contingence et de la liberté, et du même coup, indice d'une réappropriation possible par nous-mêmes de notre existence. Comment alors se rapporter à l'angoisse? Le Xanax soulage l'angoisse. Formidable, dira-t-on. Oui, en un sens, mais en un sens seulement. Que nous privilégions l'une ou l'autre des deux approches évoquées, force est de constater que le Xanax peut tomber deux fois à côté. Il n'est en rien le dépassement de l'éventuel conflit psychique qui conduit à l'état d'angoisse. Il est encore moins réponse au sens ontologique de l'angoisse qui étreint l'homme en général. Si l'angoisse est une crise de la liberté, en évitant les états paroxystiques de la crise,
le Xanax peut tantôt être un adjuvant d'une existence normalisée, tantôt être l'occasion de l'ouverture d'une interrogation sur les sources du conflit psychique permettant de travailler sur son possible dénouement, mais jamais le Xanax ne pourra nous guérir de la finitude, de la contingence, ni non plus du risque de la liberté, et finalement de ce risque majeur de la vie, qu'est la mort. Par contre, et tel est bien le leur, si les issues de la crise de la liberté que constitue l'angoisse restent toujours ouvertes, il pourrait bien se faire qu'à l'inverse, dans les faits, le Xanax soit trop souvent le fossoyeur de cette même liberté qu'il prétend nous rendre.